Il y a 6 ans, ma vie ressemblait à un rêve devenu réalité. Une carrière en plein essor, un superbe appartement à Manhattan et un fiancé millionnaire qui s'est juré un amour éternel. Je pensais que j'avais tout, jusqu'au soir où ma petite sœur s'est présentée à notre fête de fiançailles et s'est penchée sur lui d'une manière qui me fait maintenant grincer des dents. À l'époque, je l'ignorais. C'est juste Mélissa qui est Mélissa, ai-je pensé. À quel point j'avais tort. 3 mois avant le mariage, tout a changé. Ethan est devenu distant, froid, plein de secrets. Jusqu'à ce qu'un après-midi pluvieux, je rentre dans leur bureau à l'improviste et je les surprends, ma sœur, mon fiancé, se serrant dans les bras comme si je n'avais jamais existé. J'ai tout laissé derrière moi. J'ai déménagé de ville, reconstruit ma vie à partir de zéro et fait une promesse. Si un jour ils croisaient à nouveau mon chemin, il n'y aurait pas de larmes. Il y aurait des regrets. Et ce jour est arrivé à la veillée de notre mère. Elle est entrée avec sa robe noire de créateur, collée à l'homme qui m'a volé, et m'a regardée avec ce sourire supérieur. La pauvre, toujours seule à 38 ans? Mais elle ne le savait pas. Je n'étais pas seule. Et quand il a vu qui était à côté de moi, le choc sur son visage était la meilleure vengeance que j'aurais pu imaginer. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous comprendrez pourquoi parfois la justice arrive vêtue de costumes coûteux avec votre nom de famille. Je m'appelle Laura Brennan. J'ai 38 ans, je suis conseiller financier principal à Chicago. Jusqu'à récemment, je pensais avoir enterré à jamais les cicatrices de mon passé. 6 ans plus tôt, après une trahison dévastatrice, j'ai récupéré les morceaux de ma dignité et j'ai refait ma vie à partir de zéro. J'ai épousé un homme qui a vu au-delà de mes blessures et j'ai bâti une carrière dont je suis fière. Mais en rentrant à Boston pour les funérailles de ma mère, j'ai réalisé que certaines blessures ne guérissent pas si facilement. L'église était presque pleine quand Daniel et moi sommes arrivés. La journée grise et humide combinée à la douleur de la séparation. J'ai tenu le bras de mon mari lorsque nous sommes rentrés grands, posé, impeccable dans son costume noir sur mesure. Chaque salutation qu'il échangeait avec des gens qu'il connaissait était un rappel que je n'étais pas seule. Mais ce n'était pas seulement un au revoir à ma mère. C'était les retrouvailles avec Mélissa après 6 ans de silence. Les chuchotements ont commencé avant même que je la voie. L'air dans l'église changeait, comme si un courant de vent glacial y était passé. Puis, elle est apparue. Mélissa n'est pas entrée dans une veillée funèbre, elle a défilé. Le manteau de créateur mettait en valeur sa silhouette, les talons résonnaient sur le sol en pierre comme une annonce. Mais ce n'est pas son regard qui a retenu l'attention. C'était celui qui l'accompagnait, Ethan Caldwell, mon ex-fiancé, avec ce sourire suffisant et sa main possessive sur sa taille. Et à son doigt, brillant comme un couteau dans sa poitrine, la bague. Ma bague? Le même diamant de 5 carats avec lequel il m'avait proposé, à l'époque où je croyais encore aux fins heureuses. Je restais immobile, le visage masqué. Mais à l'intérieur, quelque chose d'ancien et d'amer s'est réveillé. Ils étaient assis au premier rang, juste en face de moi. Mélissa a croisé les miens dans les yeux et a dit avec un sourire doux et venimeux, la pauvre. 38 ans et toujours seule. Daniel, inconscient de la tempête qui se préparait, a parlé doucement avec le directeur de la veillée. Mais j'ai entendu chaque mot. Ethan aussi, et son regard oscillait entre la tension et une reconnaissance qui m'a assuré, il savait que quelque chose n'allait pas. Sourire. Ce n'était pas un sourire forcé, c'était le genre de sourire qui surgit lorsque l'on sait quelque chose que quelqu'un d'autre ignore. Mélissa, dit-il avec une douceur qui cachait les larmes, as-tu déjà rencontré mon mari? Elle cligna des yeux. Votre, quoi? J'ai appelé Daniel d'un geste. Il s'approcha, imposant, calme. Oui, mon amour. Voici ma sœur. Ma main reposa légèrement sur son bras alors qu'il tendait la main vers Mélissa. Elle hésita une seconde de plus que d'habitude avant de l'accepter. Puis ce fut le tour d'Ethan. Lorsqu'il vit le visage de Daniel, il se figea. Le sang semble avoir quitté leur visage. Les lèvres remuèrent, mais aucun mot ne sortit. Daniel pencha la tête, presque par jeu, Ethan Caldwell. Je dirais que ça fait longtemps, mais cela impliquerait que tu m'as manqué. Ethan déglutit. Foster?
Daniel Foster. Je ne savais pas ça. Bien sûr que je ne savais pas, coupa froidement Daniel. Il y a 5 ans, nous étions opposés dans une négociation d'1 milliard de dollars. J'ai gagné. Vous avez perdu. Vous avez fermé l'entreprise, n'est-ce pas? C'est dommage, mais la vie a de drôles de façons de nous remettre à notre place. L'air entre eux devint épais, chargé. J'ai senti une satisfaction silencieuse monter en moi. Mélissa recula, déchirée entre défendre son mari et battre en retraite. Elle regarda Daniel comme si elle le voyait pour la première fois, puis moi, confuse. Ce n'était pas la sœur qu'elle connaissait, la femme qu'elle avait autrefois humiliée, trahie et rabaissée. Maintenant, j'avais quelque chose qu'elle ne comprendrait jamais, le respect, la paix et un homme qui était à mes côtés non par intérêt, mais par amour. Daniel s'est tourné vers moi. On va s'asseoir, chérie? Bien sûr, répondis-je, mon sourire s'élargissant alors que nous nous éloignions. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. À ce moment-là, les rôles s'étaient inversés. Et ce n'était que le début. Laura a toujours été une femme déterminée et élégante. À 32 ans, elle était déjà directrice marketing d'une prestigieuse entreprise de Boston, avec un bureau au dernier étage et une vue sur la Charles River. Son professionnalisme était admiré, son leadership était incontestable. Et à première vue, sa vie personnelle semblait aussi impeccable que sa carrière. Elle s'était fiancée à Ethan Caldwell, un brillant entrepreneur technologique qui avait gagné son premier million avant l'âge de 30 ans. Ensemble, ils formaient un couple enviable, puissant, charismatique, toujours présent aux événements les plus exclusifs. La demande en mariage, faite lors d'un dîner intime sur un yacht dans le port de Boston, était à couper le souffle, une bague en diamant de 5 carats qui a même ému les parents de Laura. Même Mélissa, sa sœur cadette, semblait véritablement heureuse d'apprendre la nouvelle. Sans y réfléchir à 2 fois, Laura l'a choisie comme marraine. Malgré les tensions de l'enfance, elle voit dans ce mariage l'occasion de renouer des liens, d'effacer des années de rivalité subtile. Car depuis qu'elle est petite, Mélissa a toujours été dans l'ombre de Laura. Tandis que l'un était discipliné et concentré sur ses études, l'autre était impulsif, émotif et compétitif. Judith, sa mère, a essayé d'équilibrer la dynamique, mais les frictions étaient toujours là. Mélissa a grandi en pensant que pour se faire remarquer, elle devait retirer quelque chose à Laura. Et sans le savoir, c'est exactement ce qu'elle était sur le point de faire. Ne soyez pas interrompus aujourd'hui. Étrange, pensa Laura, tandis que ses doigts pressaient le sac en papier assez fort pour écraser le pain. Ethan n'avait jamais été aussi strict avec ses horaires auparavant, surtout pas avec elle. Mais voilà, la porte du bureau fermée, les lumières allumées derrière les stores entr'ouverts et le son sourd d'un rire féminin venant de l'intérieur. Ce n'était pas le rire bruyant et désinvolte d'un collègue. C'était bas, intime, connu. Elle n'avait pas besoin de pousser la porte pour le savoir. L'odeur suffisait, ce même parfum doux et lourd qu'elle avait trouvé sur son manteau. Et puis, à travers l'interstice entre la porte et le cadre, il aperçut Mélissa assise sur le bord du bureau d'Ethan, les jambes élégamment croisées, un verre de whisky dans une main qui n'était pas la sienne. Ses doigts reposèrent sur son genou, non pas par accident, mais avec une familiarité qui faisait plus mal que la trahison. C'était la pose de quelqu'un qui avait déjà fait ça auparavant. À qui appartenait cet endroit? Laura n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas jeté le sac contre le mur. Au lieu de cela, il recula d'un pas, puis d'un autre, comme si le sol sous ses pieds était miné. Chaque mouvement était calculé, chaque respiration mesurée. Parce que maintenant elle comprenait, il ne s'agissait pas d'Ethan. Il ne s'agissait pas de Mélissa. Il s'agissait d'elle. Et comment, une fois de plus, elle était la dernière à le savoir. Sur le fait qu'une fois de plus, sa confiance en elle avait été sa plus grande faiblesse. Elle est revenue à sa voiture les mains vides, laissant le sandwich intact sur le comptoir de la réception. Alors qu'il démarrait le moteur, une seule larme tomba, non pas de tristesse, mais de colère si froide qu'elle brûlait. Mélissa a toujours voulu ce qui lui appartenait. Mais cette fois-ci, il ne serait pas si simple de le restituer. Quand Ethan est arrivé à la maison ce soir-là,
il a trouvé la maison silencieuse, les lumières éteintes à l'exception d'une seule lampe dans le salon. Et sur la table de la cuisine, alignée avec une précision chirurgicale, la boucle d'oreille de Mélissa, la bague de fiançailles de Laura et une lettre. Pas une page déchirée par la douleur, mais 3 mots écrits d'une écriture ferme, sans rature. Je pense que c'est suffisant. Quelques bijoux qui ne portaient pas de souvenirs empoisonnés. La bague de fiançailles qu'elle avait laissée derrière elle, non pas par oubli, mais par choix. Il ne méritait pas de prendre de la place dans sa nouvelle vie, tout comme Ethan ne méritait pas de prendre de la place dans ses pensées. Les premières semaines à Chicago furent un exercice de survie. Les journées s'éternisaient entre réunions d'entreprise et nuits vides, où le silence de l'appartement résonnait plus fort que n'importe quelle musique. Mais il y avait quelque chose de presque libérateur dans ces moments. Personne ne la regardait avec pitié. Personne ne murmurait son nom dans les couloirs du bureau. Elle n'était plus la mariée trahie, mais simplement Laura Carter, la nouvelle directrice marketing, au CV impeccable et au sourire qui ne tremblait pas. C'est au 3e mois qu'elle s'en rendit compte, elle ne comptait plus les jours depuis la trahison. Je ne me suis pas réveillée avec le goût amer du souvenir dans la bouche. La douleur était toujours là, mais elle ne la définissait plus. Un samedi après-midi, alors qu'elle marchait le long des rives du lac Michigan, le vent glacial lui pinçant les joues, elle s'arrêta et prit une profonde inspiration. Ce n'était pas le bonheur, pas encore. C'était quelque chose de plus profond, la certitude que, pour la première fois depuis des années, je respirais sans avoir l'impression de sombrer. Ses collègues de Chicago ont remarqué le changement avant elle. Vous avez une énergie différente, commentait Marina, votre assistante, alors qu'ils organisaient les dossiers d'une campagne. Laura sourit, non par politesse, mais parce que c'était vrai. Elle n'était pas guérie. Mais c'était entier. Et ça, pour l'instant, c'était suffisant. Puis un jour, alors qu'il examinait des rapports dans son bureau, un email est arrivé. L'expéditeur, Grace Carter. Le sujet, juste pour que vous le sachiez. Laura hésita avant de l'ouvrir. Sa mère n'a jamais utilisé ce ton ni formel, ni urgent, juste, prudent. À l'intérieur, quelques lignes. Mélissa et Ethan se sont mariés hier. Petite cérémonie, juste en famille. Ton père n'était pas là. Moi non plus. Mais j'ai pensé que tu devrais le savoir. Pas pour eux. Pour toi. Tu mérites de choisir comment tu gères ça. Ou si tu gères ça. Je t'aime. Elle a fermé le message. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas juré. Il a juste regardé par la fenêtre, où le ciel de Chicago s'étendait gris et infini, et n'a ressenti rien. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était la paix. Ce chapitre avait été clos sans son nom sur l'invitation, sans sa signature sur les documents, sans même un au revoir. Et pour la première fois, ça ne faisait pas mal. Ce soir-là, Laura a ouvert une bouteille de vin qu'elle avait gardée depuis des semaines, un cadeau de bienvenue de l'équipe. Elle se versa un verre, s'assit sur le canapé qui sentait encore le neuf et appela la seule personne qui ne l'avait jamais déçue. Mère? Sa voix était ferme, sans trembler. Merci de me l'avoir dit. Puis, merci de ne pas y aller. À l'autre bout du fil, un soupir de soulagement. Puis, la voix de Grace, douce comme toujours, mais avec une fierté qui n'avait pas besoin de mots. Tu n'as pas besoin de me remercier, mon amour. Vous avez déjà fait ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire, vous choisir. Le médaillon de sa mère était tout ce qui restait. Le reste était laissé derrière lui, comme les morceaux de la vie qu'elle imaginait avoir, l'appartement impeccable à Back Bay, les nuits de vin cher et de rire qui sonnaient désormais creux, les plans élaborés à 4 mains qui s'effondraient aussi facilement que Mélissa avait ouvert la fermeture éclair de la robe d'Ethan. Sa nouvelle maison était modeste mais impeccable, un havre de paix niché entre des arbres dorés en automne, à quelques pâtés de maison du bâtiment en verre où l'agence de marketing de taille moyenne lui avait offert une chance. Ce n'était pas la chambre avec vue sur la rivière Charles qu'elle avait occupée à Boston, ni une position donnée par pitié. Ils connaissaient leur métier. Ils ont respecté sa trajectoire. C'était un nouveau départ,
et les nouveaux départs, Laura apprenait, n'ont pas besoin d'applaudissements, juste du courage pour faire le premier pas. Mais les nuits étaient une autre histoire. Les premiers mois, le silence de l'appartement l'écrasait comme une main invisible. Elle pleurait dans son oreiller, les dents serrées pour étouffer le son, tandis que la trahison lui brûlait les côtes comme une fracture à peine cicatrisée. Boston était derrière elle, mais les souvenirs la hantaient comme de longues ombres dans le crépuscule, l'odeur du parfum de Mélissa sur la chemise d'Ethan, son rire au téléphone quand il la croyait endormie, la façon dont le monde entier semblait rire avec eux quand la vérité éclatait. J'ai raté la façon dont ma mère faisait glisser les vêtements pliés sur la table basse sans un mot, un geste qui disait que je suis là sans avoir besoin de discours. Son père avait essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais il y avait maintenant quelque chose de vide dans sa voix, comme si lui aussi avait été trahi non pas par un amant, mais par l'illusion qu'il connaissait la fille qu'il avait élevée. C'est par une fraîche matinée d'octobre, entre des diapositives PowerPoint et des tasses de café tiède, qu'elle l'a vue pour la première fois. Daniel n'occupait pas la scène comme le faisait Ethan, avec des gestes théâtraux et des diapositives pleines de mots à la mode qui ressemblaient plus à des promesses qu'à des stratégies. Il parlait doucement, chaque mot étant lourd comme une pierre polie par le temps. Il n'y avait pas de performance, seulement du contenu. Et pour la première fois depuis des mois, Laura sentit son corps se détendre, comme si ses muscles se rappelaient enfin ce que c'était que de ne pas être en alerte. Lorsqu'il a mentionné que la fidélité d'une marque, comme celle d'une personne, ne se construit pas avec des tactiques flash, mais avec des actions répétées et toujours honnêtes, elle a écrit la phrase dans son cahier avec plus de pression que nécessaire. Après l'entretien, il a attendu dans le couloir, non pas par attraction, Dieu, non, mais par curiosité exacerbée, comment quelqu'un pouvait-il parvenir à ce calme? Comme si la vie ne l'avait pas secoué et l'avait plongé dans un état de stupeur. Votre vision de l'engagement à long terme était rafraîchissante, a-t-il déclaré en tendant la main. Il la tenait fermement, ses yeux marrons fixés sur les siens pendant une seconde de plus que d'habitude. Merci. La plupart des gens veulent juste des raccourcis. Un sourire discret. Personne ne parle plus de patience. Elle baissa la voix, presque sans le vouloir. C'est un mot que j'essaie de réapprendre. Il étudia son visage, puis. Parfois, la patience est la forme de courage la plus difficile. Une pause. Surtout quand on a déjà été blessé. C'était à ce moment-là. Au moment où Laura a su, il a compris quelque chose à son sujet qu'elle n'avait même pas avoué. Ils échangèrent leurs cartes de visite comme n'importe quel professionnel, et elle ne s'attendait à rien de plus. Mais une semaine plus tard, un email est arrivé dans sa boîte de réception, sans objet pompeux ni émoji forcé, un café. Pour continuer la conversation sur la fidélité à la marque ou autre. Il a failli ne pas répondre. Presque. Mais il y avait quelque chose dans ces quelques personnages qui la faisaient sourire sans s'en rendre compte. Ce n'était pas un charme bon marché, ni un jeu de séduction. C'était sincère. Comme la lumière du soleil filtrant à travers un mince rideau, présente, mais pas aveuglante. Ils se sont rencontrés dans un café au bord de la rivière, où l'odeur des haricots grillés se mêlait au vent humide de Chicago automnal. Daniel était déjà là, avec un verre de café noir et un filet de lait d'avoine sur la table. Je l'ai deviné, dit-il en désignant la tasse. Vous avez l'air d'être du genre à n'aimer pas les choses très sucrées. Ils ont parlé pendant 2 heures. Du travail, des livres, des villes dans lesquelles ils avaient vécu, rien de profondément personnel, mais avec une légèreté qui lui faisait oublier, pendant de brefs instants, le poids qu'elle portait. Dans les mois suivants, les rencontres se répètent, un déjeuner près du bureau, une exposition sur la publicité dans les années 1950. Toujours sympathique. Toujours en sécurité. Jusqu'à ce qu'un soir, entre 2 bouchées d'un risotto qui se réchauffait à mesure que la conversation se refroidissait, elle s'entendit parler d'Ethan. Pas tout, mais assez. Daniel posa les couverts. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement de la compréhension. Mon ex-femme a eu une liaison avec mon partenaire. Il a fallu lui et la moitié de l'entreprise. Une pause, son doigt traçant le bord du verre à vin. Alors, je pense que je comprends. Laura se figea.
Non pas à cause de la similitude des histoires, mais à cause de la manière dont il les racontait, sans amertume, sans le drame qu'elle répétait encore elle-même pendant ses nuits blanches. Comme s'il s'agissait d'un orage passé, ne laissant derrière lui que le souvenir de la pluie. À partir de ce moment-là, les choses ont changé sans tambour ni trompette. Pas de déclaration grandiose, pas de précipitation. Daniel ne l'a jamais courtisé comme un projet à conquérir. Il a remarqué des choses, sa façon de mépriser les roses rouges, sa préférence pour marcher plutôt que de prendre un Uber, son habitude de vérifier la date de péremption sur tout au supermarché, parce que rien n'est pire que le lait aigre à 7 heures du matin, a-t-il plaisanté un jour, et elle a vraiment ri. Lorsque la panique l'a frappé et c'était toujours le cas, il ne l'a pas demandé. Cela ne nécessitait aucune explication. Il y avait de l'espace, mais il était proche, comme un phare qui n'émet pas de bip, il éclaire juste. Lorsqu'elle a mentionné qu'elle envisageait de reprendre une thérapie, il lui a proposé de contacter son thérapeute, si vous le souhaitez, non pas parce qu'il pensait qu'elle était brisée, mais parce qu'il savait combien de temps il faudrait pour se recoudre. Ils n'ont pas parlé de l'avenir. Pas encore. Mais il y avait un rythme qui se construisait entre eux, comme la marée, lent, inévitable, réconfortant. Jusqu'à ce qu'un soir, alors que Daniel lisait sur le canapé et qu'elle buvait du thé près de la fenêtre, Laura se retrouva à le regarder non pas l'homme qu'il était, mais ce qu'il permettait, la sécurité. Respect. Une quiétude qui n'était pas absence, mais présence. Quelque chose de réel. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle se sentirait à nouveau en sécurité à côté d'un homme. Pas après Boston, pas après avoir découvert que les deux personnes en qui elle avait le plus confiance s'étaient moquées d'elle dans son dos. Mais Chicago lui enseignait que les cicatrices ne sont pas des échecs, ce sont des cartes de ce à quoi nous avons survécu. Et Daniel, avec sa patience obstinée, aidait à repenser le sien. Il n'était pas comme Ethan, il n'y avait pas de gestes extravagants, pas de promesses qui sonnaient comme de fausses pièces. Au lieu de cela, il y avait de petites certitudes, le thé chaud qui l'attendait après une journée épuisante, le mot plié entre les pages d'un livre qu'elle avait laissé sur la table basse, la main qui tendit la main vers la sienne lorsque les ombres du passé menaçaient de l'engloutir. Leur relation s'est épanouie sans feu d'artifice, mais avec une conviction tranquille, comme des racines poussant dans le noir, trop fermes pour être déracinées. Au fil du temps, ils ont partagé les blessures les plus profondes. Daniel avait également été trahi, son ex-femme lui avait pris non seulement son cœur, mais la moitié de l'entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains. Cela aurait pu durcir. Il aurait pu devenir un homme qui se méfiait de chaque sourire, de chaque contact. Au lieu de cela, il avait choisi d'être plus gentil. Plus attentif. Comme si la douleur, au lieu de le briser, lui avait appris à reconnaître la fragilité des autres. Laura se retrouva adoucie. Les mots sont sortis sans le goût amer de la honte, sans le poids du « j'aurais dû le voir ». Petit à petit, la colère qu'il avait consumée comme un feu s'est transformée en cendres et de ces cendres, quelque chose de nouveau a commencé à naître. C'est un après-midi de printemps, presque un an après leur rencontre, que Daniel l'emmena dans un jardin botanique à la périphérie de la ville. Les cerisiers étaient en fleurs, leurs pétales roses tombaient comme une neige lente sur les allées de pierre. Ils marchèrent en silence, leurs épaules se touchant presque, jusqu'à atteindre un coin ombragé par des glycines violettes. Là, Daniel s'est arrêté. Il ne s'est pas agenouillé. Il n'y avait pas de public, pas de musique, pas de scénario qu'Ethan aurait suivi pour rendre le moment parfait. Il lui tenait simplement les mains des mains qu'elle connaissait déjà, qui avaient tenu les siennes pendant des nuits blanches, à travers des rires idiots, à travers des silences qui ne faisaient pas mal et dit. T'aimer m'a rappelé que la vie recèle encore de beauté après la tempête. Je n'ai pas besoin d'une histoire parfaite, Laura. Juste un qui est réel. Comme toi. Il ouvrit une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague délicate, une émeraude flanquée de 2 modestes diamants. Rien d'extravagant. Rien qui crie « Regarde-moi ». Juste un murmure d'intention, « Je te choisis ». Toujours. Les yeux de Laura brûlaient. Je ne savais pas si c'était des larmes de peur ou de gratitude, peut-être les deux. Pendant une seconde, il hésita.
Les fantômes de Boston lui murmuraient à l'oreille, mais quand elle regardait Daniel vraiment, elle ne voyait pas l'homme qui l'avait sauvé. Il voyait quelqu'un qui, jour après jour, avait choisi de rester. Aucune condition. Aucune date d'expiration. Sa voix trembla tandis qu'elle murmurait. Oui. Le mariage était petit. Intime. Un havre de paix au milieu du chaos que la vie leur avait déjà imposé. La chapelle historique du centre-ville de Chicago, restaurée avec amour, a prononcé leurs vœux avec une solennité que seuls des murs vieux de plusieurs siècles pouvaient offrir. Il n'y a pas eu de discours pompeux ni de danse chorégraphiée pour les réseaux sociaux. Pas de compositions florales extravagantes, pas de fanfares. Juste des bougies vacillantes, une musique douce comme un soupir, et les quelques amis qui comptaient vraiment des amis qui n'avaient pas besoin d'explications, la sœur de Daniel, dont les yeux brillaient d'un véritable bonheur. Du côté de Laura, les bancs sont restés vides. Aucune invitation envoyée. Aucun appel passé. Pas même pour Melissa. Pas pour se venger, mais pour survivre. Sa famille était devenue une cicatrice, non plus cachée, mais non plus touchée. Elle avait appris, à ses dépens, que certaines distances ne sont pas une lâcheté, mais une préservation. Et Daniel? Il a compris sans qu'elle ait à se justifier. Il ne l'a jamais poussée à des réconciliations forcées, ni lui a suggéré de tendre la main. Il avait simplement été là, tenant le sien tout au long de la cérémonie, tout au long du dîner intime qui avait suivi, toute la nuit où ils étaient retournés dans leur petit appartement de Lincoln Park où, pour la première fois depuis des années, Laura avait dormi sans que les fantômes de Boston ne la réveillent avec des cris de trahison. Ce qu'elle ne savait pas, ce que Daniel gardait pour lui, comme un secret que le temps allait révéler, c'était l'ironie cruelle et douce qui entremêlait leurs histoires. Des années plus tôt, dans le cercle fébrile des start-up et des gros investissements, l'entreprise de Daniel avait affronté celle d'Ethan dans une bataille décisive. 2 projets en litige. Un gagnant. Un perdant. Daniel avait misé sur le bon cheval, Ethan, non. Le résultat fut un effondrement, la réputation d'Ethan ternie, ses finances brisées. Lorsque Laura a mentionné son nom pour la première fois, bien avant d'avouer les fiançailles ou la douleur qui a suivi, Daniel l'a immédiatement reconnu. Le même homme d'affaires arrogant des couloirs de Boston, dont le sourire confiant était désormais devenu le souvenir d'un homme qui avait brisé quelque chose de précieux chez Laura. Quelque chose qu'elle ne parvenait toujours pas à nommer. Il n'a jamais prévu de se venger. Il ne lui a même jamais raconté toute l'histoire. Mais il considérait cette connaissance comme une vérité silencieuse, non par fierté, mais par une clarté que seul le temps pouvait lui apporter. Il avait battu Ethan une fois en affaires. Il possédait désormais ce qu'il n'aurait jamais vraiment, la confiance de Laura, le droit d'être son port. Les années qui suivirent ne furent pas un conte de fées. Laura avait encore des jours où ses souvenirs lui tendaient une embuscade sans avertissement. Parfois, pendant le dîner, elle restait silencieuse, perdue dans des pensées que Daniel ne cherchait pas à deviner. D'autres fois, elle se réveillait les mains serrées et le cœur battant, comme si le passé l'avait saisie à la gorge au milieu de la nuit. Mais il n'a jamais essayé de la réparer. Il n'a jamais proposé de solution vide de sens. Elle restait juste là, à leur côté, une présence constante comme l'air qu'ils respiraient. Puis, petit à petit, entre petits déjeuners partagés et silence qui en disaient plus que des mots, Laura a redéfini l'amour. Non pas comme une fin heureuse en lettres d'or, mais comme une alliance forgée dans la vérité, dans la résilience, dans une attention qui n'abandonne pas. Elle ne savait pas que le destin, ironique et patient, avait déjà bouclé une boucle. Une révélation qui arriverait à point nommé. 5 années se sont écoulées depuis que Laura a quitté Boston, mais certaines marques, aussi enfouies soient-elles, ne disparaissent jamais complètement. Elle avait grandi dans cette distance, plus sage, plus stable, avec Daniel à ses côtés et une carrière qui avait enfin un sens. Ses journées étaient bien remplies, ses nuits étaient paisibles et son cœur, pour la première fois depuis longtemps, se sentait en sécurité. Jusqu'à ce que, par un samedi matin froid, le téléphone sonne. Le nom sur l'écran la fit se figer, « Maman ». La voix à l'autre bout du fil était plus fine, plus fragile. Ce n'était pas seulement la fatigue de l'âge, c'était quelque chose de plus profond, de plus urgent. Laura, un soupir tremblant.
Je pensais que tu devrais l'entendre de moi. Une pause. Lourd. Calculé. Melissa et Ethan se sont mariés il y a 2 ans. Mais les choses ne vont pas bien. Il a perdu beaucoup d'argent, la maison qu'ils ont achetée les étouffe. La vie qu'elle montre sur les réseaux n'est qu'une façade, ma fille. Laura n'a pas répondu tout de suite. Pas à cause de la douleur, mais parce que je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Aucune amertume. Juste une étrange sérénité, comme si la nouvelle appartenait à des personnages d'une histoire qui ne le concernait plus. Merci de me l'avoir dit, dit-elle finalement, sa voix ferme. Sa mère hésita. Puis, les mots qui allaient suivre déchiraient l'air comme une lame. Laura. J'ai un cancer. 4e étape. Le monde a tourné. Combien de temps tu sais? 3 mois. La confession est sortie dans un murmure. Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais maintenant, ça avance vite. Les murs de son appartement de Chicago, les réunions impeccables, les brunchs du dimanche, tout s'est effacé, comme si elle regardait soudain à travers une vitre embuée. Je le ferai, dit-il sans hésitation. Daniel et moi serons là dès que possible. Éteint. Il restait immobile dans la cuisine, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir lui briser les côtes. Daniel entra sans faire de bruit, mais l'air était déjà différent, chargé, électrique. Elle se tourna lentement, les yeux humides mais secs. Il n'y avait pas de larmes. Pas encore. C'est ma mère, murmura-t-il. Elle est en train de mourir. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas demandé de détails. Il l'enveloppa simplement, et dans cette étreinte il n'y avait pas de vaine promesse, juste la certitude que, quoi qu'il en soit, elle n'aurait pas à y faire face seule. À ce moment-là, Laura poussa un serment silencieux. Elle rentrerait chez elle, non pas comme la femme brisée qui était partie, mais comme la femme qui s'était reconstruite, pièce par pièce, de ses propres mains. Et lorsque l'avion a commencé sa descente au-dessus de Boston et que l'horizon a révélé la ville qui avait autrefois été son monde, elle n'a ressenti aucune peur. Elle sentit, pour la première fois, qu'elle était prête. Pour tout ce qui arrive. Pour celui qui est venu. Le coup final qui a fait tomber Ethan du piédestal qu'il avait lui-même construit. Et maintenant, là, sous le poids de ces 4 murs couverts de douleur et de souvenirs, Melissa voyait tout s'effondrer au ralenti. Le nom de Whitmore Capital flottait dans les airs comme une lame tranchante. Melissa recula d'un pas, ses doigts agrippant le bord de la fenêtre derrière elle, ses ongles rouges foncés s'enfonçant dans le bois. Ce n'était pas possible. Pas ce Daniel Whitmore. L'homme qui, 6 ans plus tôt, avait démantelé l'empire d'Ethan pièce par pièce, révélant chaque défaut, chaque mensonge comptable, chaque promesse creuse qui soutenait les châteaux de sable d'hommes comme lui. Le même Daniel Whitmore qui, lors d'une conférence de presse retransmise en direct, avait regardé directement les caméras et déclaré, avec un calme qui glaçait le dos de tous les acteurs du secteur, la fraude n'est pas une stratégie. C'est simplement ce qui arrive lorsque l'ambition prend le pas sur la compétence. Et maintenant, il était marié à Laura. Melissa sentit le goût amer de la bile dans sa gorge. Tout la robe impeccable, le sourire répété, la performance fraternelle victorieuse s'est effondrée en quelques secondes. Parce que du coup, elle n'était plus la femme qui avait gagné. C'était la femme qui avait perdu sans même savoir qu'elle jouait. Laura regarda le moment se dérouler avec un calme qu'elle ne ressentait pas. Il vit les yeux de Melissa cligner rapidement, comme si elle recalculait, réécrivant l'histoire en temps réel. Il vit trembler le masque de la supériorité. Et pour la première fois depuis des années, il ne ressentait pas de haine. Il se sentait, presque désolé. Car Melissa n'avait pas encore compris la leçon la plus cruelle de toutes, aucune victoire bâtie sur la ruine des autres n'est éternelle. Tu savais, murmura Melissa, sa voix rauque, comme si ses mots coûtaient du sang. Pendant tout ce temps, tu savais qui il était. Laura croisa les bras, le tissu de son chemisier glissant doucement sous ses doigts. Il n'y avait aucun triomphalisme dans son ton. Juste une vérité simple et impitoyable. Je savais que c'était un homme bon. Qui m'a traité comme je méritais d'être traité. Une pause. Contrairement aux autres. Melissa rit fort et sec,
un son qui était tout sauf joyeux. Bien. Il a détruit Ethan. Nous a détruits. Non. Laura secoua lentement la tête. Ethan s'est détruit. Vous ne vouliez tout simplement pas le voir. Pendant un instant, Melissa eut l'air d'être sur le point de se disputer. Qu'il allait cracher du poison, comme il l'avait toujours fait. Mais ensuite, ses épaules se sont affaissées, juste un peu, et quelque chose sur son visage, quelque chose que Laura n'avait pas vu depuis qu'ils étaient enfants, s'est brisé. Une infime fracture, presque imperceptible, mais réelle. Tu as changé, murmura Melissa, plus pour elle-même que pour sa sœur. Ce n'était pas une accusation. C'était une lamentation. Laura n'a pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Parce qu'ils savaient tous les deux qu'il ne s'agissait pas de changement. C'était une question de survie. Et pour la première fois, Melissa se regardait dans le miroir et ne se reconnaissait pas. Dehors, la cérémonie se poursuivait. Des voix étouffées, le bruit d'un mouchoir qui souffle, le grincement d'une chaise. La vie, même au milieu de la mort, continuait son cours. Laura inspira profondément, sentant le poids de la bague à son doigt, un cercle de platine qui symbolisait bien plus qu'un simple mariage. Cela symbolisait une promesse tenue. Une bataille gagnée non pas avec des cris, mais avec le silence. Pas de vengeance, mais de paix. Elle attrapa la poignée de la porte. Allons-y. Notre mère mérite que nous soyons là. Melissa ne bougea pas tout de suite. Ses yeux, auparavant si sûrs, cherchaient maintenant quelque chose sur le sol, comme si la réponse à tout était cachée entre les fissures du sol. Puis, avec un soupir frémissant, elle hocha la tête. Lorsqu'ils partirent, Daniel attendait dans le couloir, le visage affichant une inquiétude discrète. Ses yeux rencontrèrent ceux de Laura, et là, pendant ces secondes, il n'y eut pas besoin de mots. Il le savait. Je l'ai toujours su. Ethan, quant à lui, était appuyé contre le mur opposé, son visage étant un masque de fureur à peine contenu. Ses doigts se resserrèrent autour d'un verre de whisky comme s'il voulait l'écraser. Lorsqu'il vit Melissa sortir de la pièce, ses yeux brûlèrent d'une question qu'il n'osait pas poser à voix haute. Mais Melissa ne le regardait pas. Elle passa devant elle, ses talons claquant sur le sol avec un rythme qui n'était plus celui de la victoire, mais de la défaite. Et pour la première fois depuis des années, Laura ne ressentait pas le besoin de la suivre. Il n'y avait plus rien à prouver. Parce que certaines batailles n'ont pas besoin d'être menées deux fois. Et quelques victoires? Vivez-les simplement. La transformation, lorsqu'elle se produit, n'est pas un éclair qui divise le ciel en deux, c'est la lente érosion d'une falaise, grain par grain, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que le sol sous vos pieds n'est plus le même. Melissa recula comme si elle avait été giflée. Les traits impeccablement disposés, ce sourire qui avait déjà conquis des salles entières, ses yeux qui calculaient chaque mouvement comme des pièces d'échecs flottaient. La couleur quitta son visage en une seconde, ne laissant que la nudité d'une vérité qu'elle évitait depuis des années. Il blâme toujours cet accord pour la ruine de tout, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Laura, comme si les mots brûlaient en sortant. Il a dit que c'était du sabotage. Laura ne bougeait pas. Ce n'était pas nécessaire. Le calme avec lequel il répondit était plus perçant que n'importe quel cri. Le sabotage, c'est perdre des millions quand on ne sait gagner qu'avec des sourires et des raccourcis. Mais Daniel ne l'a pas détruit, Melissa. Ethan l'a fait seul. Le silence qui suivit fut un abîme. Melissa la regardait, les lèvres entr'ouvertes, comme si sa sœur venait d'arracher le masque qu'elle avait collé sur son visage il y a si longtemps. Tu savais, accusa-t-elle, la voix brisée. Vous l'avez épousé en sachant qui il était. Ici, Laura sourit. Ce n'était pas un doux sourire, ni même un geste de triomphe. C'était la glace qui se forme sur un lac en hiver, suffisamment fine pour se fissurer sous le poids d'un mensonge. Non, Melissa. Je suis tombé amoureux de qui il est. Le reste, elle fit une pause, comme pour peser chaque syllabe, était poétique. Les mots tombaient comme des couteaux. Melissa se laissa tomber sur la chaise la plus proche, comme si ses os s'étaient transformés en plomb. Le combat, la fureur, la fierté qui l'avait tenue debout pendant des années, tout s'était vidé d'elle comme l'eau entre ses doigts.
Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était un fil de soie déchiré. Tu n'as aucune idée de ce que ça fait de vivre avec lui. Tout ce que nous avons, c'est de l'argent emprunté. L'entreprise est une façade. Il surveille chaque centime que je dépense, vérifie mon téléphone, elle déglutit difficilement, je ne peux pas respirer dans cette maison. Laura était assise en face de lui. Non pas comme la sœur trahie, pas comme la rivale de toujours, mais comme quelqu'un qui, pour la première fois, a vu au-delà de l'armure. Fini la femme qui avait présenté Ethan comme un trophée 6 ans plus tôt. Elle n'était qu'une prisonnière de ses propres choix, piégée par les murs qu'elle avait elle-même contribué à construire. Alors partez, dit Laura aussi simplement que si elle parlait de la météo. Ce n'est pas si simple. Mélissa rit amèrement en s'essuyant le coin de l'œil d'un geste impatient. Vous avez le contrat prénuptial. Et sa voix s'éteignit devrait admettre que j'ai tout détruit pour rien. Que j'ai ruiné ma famille pour un homme qui ne me respecte même pas. Laura l'étudia pendant un long moment. Pas avec pitié, pas avec dédain, mais avec une clarté qui faisait plus mal que n'importe quel jugement. Tu n'as pas détruit notre famille, Mélissa. Vous l'avez craquée. Elle fit une pause. Mais certaines choses peuvent être corrigées. D'autres, on apprend à les porter. Les yeux de Mélissa rencontrèrent les siens, brillants et perdus. Est-ce que tu me détestes? Laura n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle fouilla dans son sac et en sortit un morceau de papier jauni, plié et replié tellement de fois que les plis ressemblaient à des cicatrices. Il l'a prolongé. Mélissa l'ouvrit en serrant la main. La phrase familière de la mère jaillit de la page, douce comme une caresse. Si un jour vous vous retrouvez, rappelez-vous, pardonner n'est pas un cadeau que l'on fait à autrui. C'est la liberté que l'on s'offre à soi-même. Les doigts de Mélissa se refermèrent autour du papier comme s'il s'agissait de la dernière bouée de sauvetage en cas de naufrage. Laura s'est levée. Je ne sais toujours pas si je peux te pardonner, avoua-t-il, sans cruauté, sans douceur. Mais je peux l'entendre. L'air resta coincé dans la gorge de Mélissa. C'est plus que ce que je mérite. Laura jeta un coup d'œil en arrière avant d'ouvrir la porte, ses lèvres se courbant en quelque chose qui n'était pas un sourire, mais presque. Oui, acquiesça-t-il doucement. Et même. Le porche d'été, les rires de la mer derrière la caméra, le reste de la maison avec ses comptoirs en marbre, ses hauts plafonds et ses meubles soigneusement sélectionnés, tout cela ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Et cela ne lui a pas manqué. Son nouvel appartement, situé au 2e étage sans ascenseur dans un quartier calme, sentait la poussière et le citron dès son entrée. La moquette était usée, le robinet de la salle de bain coulait et la seule vue depuis la fenêtre était l'escalier de secours. Mais c'était le vôtre. Le silence n'était pas vide, c'était la liberté. Trouver un emploi s'est avéré plus difficile que je ne l'imaginais. Les relations glamour qu'il avait autrefois affichées comme des trophées se sont évaporées au moment où son nom de famille n'était plus lié à celui d'Ethan. Son CV était mince, la majeure partie de son travail s'était déroulée en coulisses, planification d'événements, cercles sociaux, galas bénéfices. Avant, elle construisait des réseaux, maintenant, elle se reconstruisait. Les entretiens étaient humiliants. Elle a trébuché dans les premiers, trop préparée et sous-performante. Il a vite compris que le charme ne valait pas grand-chose quand le compte en banque était dans le rouge et que les vêtements dataient de la saison dernière. Un manager a même regardé son annulaire vide et a demandé sans embâche, alors pourquoi changer de carrière à cet âge? Cette nuit-là, il a failli abandonner. Il était assis au bord du lit simple, la tête dans les mains, lorsque son téléphone portable a vibré. C'était un message de Laura. Je sais que cela semble impossible en ce moment, mais tu n'es pas seul. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas émouvant. Mais ça a transpercé Mélissa comme une lame. Elle a regardé l'écran pendant un long moment avant de répondre. Pourquoi m'aides-tu après tout? La réponse est venue en quelques secondes. Parce que tu es toujours ma sœur. Et je sais ce que c'est de repartir de zéro. Pour la première fois depuis des années, Mélissa a pleuré. Pas par honte. Pas par frustration. Mais pour le tranquille soulagement d'être vue. Une semaine plus tard, elle a décroché un poste dans un centre communautaire local,
où elle coordonnait des ateliers pour les femmes qui retournaient sur le marché du travail. Ce n'était pas glamour, mais c'était réel. Elle a organisé des événements, géré des horaires, sans attendre, a commencé à entendre les histoires d'autres femmes divorcées, abandonnées, déplacées. Des femmes qui ont fait des erreurs et se sont reconstruites bec et ongles. Pour la première fois, Melissa ne se sentait pas seule dans son combat. Il se sentait utile. Elle et Laura ont commencé à s'envoyer des messages plus fréquemment. Pas tous les jours. Pas profondément. Mais c'était quelque chose. Parfois un article drôle. Parfois une photo de l'ancienne recette de sa mère, écrite d'une écriture tremblante. Parfois juste un mot, aujourd'hui, c'était dur. Je suis là. La confiance ne s'est pas rétablie du jour au lendemain. Cela s'est produit par petits moments, lorsque Melissa a envoyé à Laura une carte d'anniversaire sans hésitation, lorsque Laura lui a demandé conseil sur un événement caritatif qu'elle organisait. Fils fin cousant une couture déchirée. Un soir, Melissa a reçu un petit colis par la poste. Pas d'expéditeur, juste votre nom écrit avec une écriture familière. À l'intérieur, un collier, une chaîne délicate avec un pendentif, la lettre, l'initiale de sa mère. Et en dessous, une note, elle croyait aux secondes chances. Il est peut-être temps d'essayer. Melissa pressa le pendentif contre sa poitrine, ferma les yeux et laissa le silence s'installer. Il avait tellement perdu en partie par sa propre faute. Mais c'était toujours là. Et pour la première fois depuis des années, il croyait qu'il pouvait être plus que ses erreurs. Recommencer n'était pas glamour. Ce n'était pas rapide. Mais c'était réel. Et pour Melissa, c'était finalement suffisant. La matinée à Chicago était calme, l'air était chargé du parfum des magnolias en fleurs. À l'intérieur de la modeste maison, Laura se tenait près de la fenêtre de la chambre du bébé, une main posée doucement sur la courbe de son ventre en pleine croissance. Les murs, peints dans des couleurs pastel, brillaient encore de peinture fraîche. Le berceau était installé, de minuscules chaussettes pliées dans les tiroirs auparavant vides. Un meuble d'étoiles et de nuages se balançait légèrement au-dessus de sa tête, ajusté par Daniel la nuit précédente. Elle pouvait l'entendre en bas, chanter à voix basse et fausse pendant qu'il préparait son deuxième café. Leur vie n'était ni grandiose ni glamour. Ce n'était pas un de ceux qui donnaient lieu à des reportages ou à des ragots. Mais il était gentil. C'était stable. Et c'était tout. Pendant des années, elle et Daniel avaient essayé des espoirs tranquilles, des prières subtiles, de petites déceptions avalées avec grâce. La nouvelle était arrivée sans avertissement, un mardi ordinaire, un retard, un test provisoire, et puis ce moment où le monde a basculé. Elle avait pleuré dans la cuisine tandis que Daniel la serrait dans ses bras, silencieux et souriant. Le téléphone portable vibra sur la table à côté. C'était Melissa. Laura hésita un instant avant de répondre. Bonjour. Salut. La voix de Melissa était un peu essoufflée, comme si elle avait répété l'appel 3 fois. Je viens m'apprendre la nouvelle du bébé. Laura sourit, s'asseyant avec précaution sur le banc près de la fenêtre. Je savais bien. Une pause. Alors Melissa dit. Félicitations, Laure. En vérité. Je suis content pour toi. Les mots n'étaient ni exagérés ni dramatiques. Mais ce n'était pas nécessaire. Pour la première fois, Laura n'entendit ni jalousie ni attitude défensive. Juste de la chaleur. Juste de la sincérité. Merci, répondit-elle doucement. Cela signifie beaucoup. Melissa hésita encore. Je ne prendrai pas votre temps. Je voulais juste te dire combien je suis fière de toi. Et j'espère que nous pourrons parler. Nous pouvons, a déclaré Laura. Nous le sommes déjà. Ils échangèrent encore quelques mots aimables avant de raccrocher. Lorsque Laura a mis le téléphone de côté, elle a poussé un soupir qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Le temps n'a pas tout effacé. Mais il avait suffisamment adouci les bords pour que la lumière puisse passer. Elle ramassa sur l'étagère à côté d'elle le petit carnet en cuir qu'elle avait acheté une semaine auparavant, sans encore savoir à quoi il servait. Il ouvrit la première page et ouvrit sa plume. Mon cher fils, commença-t-il,
Je ne sais pas qui tu seras quand tu seras grand. Je ne sais pas ce que tu aimeras, ce que tu craindras, quel genre de voix tu auras quand tu ris. Mais je le sais, le monde essaiera de te prendre des choses. Les gens peuvent mentir, les plans peuvent s'effondrer, vous pouvez perdre ce que vous pensiez durer pour toujours. Et il y aura des moments où vous remettrez en question votre propre valeur. Mais écoutez-moi attentivement. Il s'arrêta, la pointe de son stylo flottant au-dessus du papier. Vous pouvez tout perdre. Mais si vous avez toujours votre dignité, votre amour et votre vérité, vous aurez toujours tout. Dehors, le vent se leva un peu, effleurant la fenêtre avec un murmure. En bas, Daniel a appelé pour dire que le petit déjeuner était prêt. Laura sourit, ferma soigneusement le cahier et murmura à la pièce vide. Nous sommes prêts pour vous. Et pour la première fois depuis longtemps, elle y croyait vraiment. Si le voyage de Laura a suscité quelque chose en vous, s'il vous a fait serrer les poings de rage, s'il vous a fait monter les larmes aux yeux ou s'il a laissé un doux sourire de satisfaction sur votre visage, alors c'est le moment de dire quelque chose. Auriez-vous pardonné à Mélissa? Est-ce que ce sont les mots que je n'ai pas dit, ou ceux que j'ai trop dit, qui auraient tout changé? Laissez votre voix ici, dans les commentaires. Parfois, c'est exactement ce qu'une personne a besoin d'entendre aujourd'hui pour se sentir moins seule. Et si vous pensez, comme nous, que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, des histoires de force qui se plient mais ne se brisent pas, de justice qui arrive tard mais arrive, de familles qui s'effondrent puis se reconstruisent avec des cicatrices et de l'amour, alors ne laissez pas cela être la dernière. S'abonner. Parce qu'il y a encore plus à venir. Et qu'y a-t-il derrière cette page suivante, vous ne voudrez pas la manquer.